la une de l'actualité, affrontement entre les habitants de Kanilai, ville natale de l'ancien président gambien Yaya Jammeh, et les forces de l'ordre. Bilan 1 mort et 5 blessés. Pour la création d'une force conjointe du G5 Sahel destinée à lutter notamment contre la menace djihadiste, l'Union européenne a annoncé ce lundi au Mali une aide de 50 millions d'euros. Et puis les États-Unis veulent une enquête spéciale pour retrouver les auteurs de l'assassinat des 2 experts de l'ONU en République démocratique du Congo. Sécurité en Gambie. Le mandat de la force déployée en Gambie est prolongé d'1 an. Ainsi en ont décidé les pays membres de la CEDEAO. La décision a été prise lors du 51e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Monrovia, où le rôle joué par la MISEGA dans la stabilisation et la sécurité de la Gambie a été salué. Pourtant, cette force, majoritairement constituée de militaires sénégalais, fait face à l'hostilité de certains Gambiens. Une manifestation contre la présence de la MISEGA à Kanilai s'est soldée vendredi dernier par 1 mort et 5 blessés parmi les protestataires. Les présidents des États ouest-africains considèrent toujours que la situation est fragile, d'où la décision de la prolongation de la mission de la MISEGA pour 12 mois supplémentaires. La CEDEAO a aussi appelé à une augmentation des effectifs de la force tout en demandant aux États membres de fournir des troupes supplémentaires. À terme, la MISEGA devra participer à la formation et à la restructuration de l'armée gambienne. Des manifestations à Kanilai, le village natal de l'ancien président gambien Yaya Jammeh, ont fait 1 mort et 5 blessés. Selon le ministre de l'Intérieur Mey Fati, 22 personnes ont été interpellées. Mais d'autres suspects, dont le chef de village de Kanilai, sont activement recherchés. Il leur est reproché d'avoir incité les populations à la violence contre les troupes de la MISEGA. En effet, les manifestants ont demandé le départ de toutes les forces de l'ECOMIG et de l'armée gambienne de Kanilai, ainsi que le retour de Yaya Jammeh dans son village natal. En ce qui concerne cette dernière demande des habitants de Kanilai, le gouvernement gambien considère que la page de celui qui a dirigé la Gambie de main de maître pendant 22 ans est définitivement tournée. Par ailleurs, après l'annonce ce samedi de la mort du jeune manifestant blessé par balle la veille, la colère est loin de s'estomper à Kanilai. À l'appel de l'opposition angolaise, au moins 4000 personnes ont défilé ce week-end à Luanda. Les manifestants exigent la transparence des élections générales d'août prochain, lesquelles élections doivent marquer la fin du règne de 38 ans du président José Eduardo dos Santos. Nous allons continuer avec des marches de manifestation pour donner, pour faire voir au monde que nous ne voulons pas cette violation des lois électorales. Organisée par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, qui s'inquiète des conditions d'organisation du scrutin prévu le 23 août prochain, notamment de l'indépendance de la Commission nationale électorale, la manifestation s'est déroulée sous forte escorte policière mais sans incident. La Commission électorale nationale ne respecte pas les règlements des élections et nous avons besoin des élections légales sans mensonge ni fraude. Nous voulons que la justice soit faite. Le peuple angolais est fatigué. Nous sommes vraiment fatigués, nous devons ouvrir nos yeux maintenant. On nous a déjà volé beaucoup et maintenant notre tour est venu. Nous devons nous souvenir de ce que le père de la nation Jonas Savimbi disait toujours. Les Angolais doivent passer en premier, en deuxième et en troisième. C'est ce que nous voulons. Au pouvoir depuis 1973, le président Santos, 74 ans, a annoncé qu'il ne se représenterait pas lors de ce scrutin. Son actuel ministre de la Défense, José Lourenço, a été choisi par son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, pour lui succéder en cas de victoire très probable.
La troisième rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel à laquelle a pris part la haute représentante de l'Union européenne avait pour objectif de renforcer la coopération de l'Union européenne avec les pays de la région à travers la gestion des défis communs en matière de paix, de sécurité et du développement économique. Le G5 Sahel a besoin de 50 millions d'euros pour le déploiement et le fonctionnement de sa force conjointe. L'Union européenne, en tant que partenaire stratégique des pays du G5 Sahel, accepte de mettre la main à la poche. Je suis fière d'annoncer aujourd'hui une contribution de 50 millions d'euros pour soutenir le déploiement de la force conjointe. Ça va être une contribution qui va arriver vite et qui, j'espère, va montrer la bonne direction aussi aux autres partenaires. Prévu initialement à 5 000 hommes, les chefs d'État des pays du G5 Sahel qui se sont réunis il y a quelques semaines à Riyad, en Arabie Saoudite, ont décidé d'amener l'effectif de cette force à 10 000 hommes. La force conjointe sera dotée de 2 composantes, une militaire et une autre policière, avec des effectifs chargés de lutter particulièrement contre le trafic de drogue, de biens et d'êtres humains. Une nouvelle manière d'aborder la lutte contre le terrorisme qui se nourrit de ces commerces illégaux parallèles. Les pays du G5 Sahel attendent le mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies pour aller vers une concrétisation sur le terrain de la force conjointe. L'autre étape maintenant, c'est de pouvoir disposer d'un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il s'agit de déployer une force qui va avoir un impact sur la paix et la sécurité de l'ensemble de la région et qui a besoin d'avoir l'autorisation du Conseil de sécurité, qui est l'organe principal au plan international chargé du maintien de la paix et de la sécurité. Dans le communiqué conjoint qui a sanctionné cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté politique de mettre en œuvre les 5 piliers du plan d'action adopté lors du sommet de La Valette sur la migration. Bujumbura accuse à nouveau l'Union européenne. Dans un communiqué publié ce lundi, le gouvernement affirme détenir des documents qui montrent que l'Union européenne a joué un rôle dans la crise qui secoue le pays depuis 2014. Les faits, précise le communiqué du gouvernement, remontent à plusieurs mois avant l'insurrection et la tentative de coup d'État de mai 2015. L'Union européenne aurait financé des personnes physiques ou morales impliquées dans la déstabilisation du Burundi. Le document souligne que ces personnes sont sous mandat d'arrêt international émis par la justice burundaise. À en croire Bujumbura, ces révélations s'ajoutent à d'autres éléments qui poussent le gouvernement burundais à penser qu'il y a une main étrangère qui cherche à saboter le processus qui a conduit aux élections de 2015. Des accusations qui interviennent alors que le dialogue inter-burundais est toujours au point mort. Benjamin Nkapa, le facilitateur de la crise, qui communique rarement sur son travail, fait part de difficultés rencontrées au cours de sa médiation. Désavoué par une partie de l'opposition, entravé par un gouvernement burundais peu coopérant, la tâche n'est pas facile pour le facilitateur du dialogue inter-burundais. Près de 3 mois après la mort des 2 experts de l'ONU en République démocratique du Congo, Washington a réclamé ce lundi au secrétaire général Antonio Guterres qu'une enquête spéciale soit menée par l'ONU. Cette demande survient alors que le procès des 2 assassins présumés du Nord-américain Michael Sharp et de la Suédo-chilienne Zaida Catalan a été renvoyé à lundi prochain et pour cause, l'ONU accuse les autorités congolaises d'avoir bâclé l'enquête. Il faut dire que ce mécanisme spécial d'enquête, s'il est créé, devrait donc permettre de lancer une investigation plus large et criminelle afin de retrouver les auteurs de ces 2 meurtres. L'ambassadrice américaine Nikki Haley, qui se rend à Genève ce mardi, devrait aussi demander au Conseil des droits de l'homme la création d'une commission d'enquête sur les violences dans les Kasaï, sur lesquelles les 2 experts onusiens se renseignaient au moment où ils ont été assassinés. Par ailleurs, l'enquête interne de l'ONU, ouverte le mois dernier, rendra ses conclusions fin juillet prochain. L'Arabie Saoudite et 4 de ses alliés ont rompu ce lundi leurs liens diplomatiques avec le Qatar, qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Ce faisant, ils provoquent une crise diplomatique majeure au Moyen-Orient. Et cette rupture est accompagnée de mesures économiques comme la fermeture des frontières terrestres et maritimes, des interdictions de survol et des restrictions sur le déplacement des personnes. Certaines de ces mesures peuvent être critiquées car elles ne sanctionnent pas seulement le gouvernement qatari.
Elles punissent aussi les citoyens qataris qui devront quitter l'Arabie Saoudite dans 15 jours. Il sera difficile pour eux de se rendre dans d'autres pays depuis le Qatar ou de se rendre au Qatar depuis l'étranger. Il y aura aussi des difficultés concernant les denrées alimentaires car le Qatar dépend de l'importation de denrées alimentaires depuis les Émirats et l'Arabie Saoudite. Je pense que cette crise ne durera pas longtemps à cause de l'impact important qu'elle aura sur le Qatar. Je pense qu'il y a certaines voix au sein du gouvernement du Qatar qui appellent à cultiver de bonnes relations avec les pays voisins. Face à cette situation, le Qatar a réagi avec colère en accusant à son tour ses voisins de vouloir le mettre sous tutelle et de l'étouffer économiquement. Ces mesures sont compréhensibles car les 3 États du Golfe, les gouvernements saoudiens, des Émirats et de Bahreïn, ainsi que le gouvernement égyptien, ne pensent pas que le gouvernement qatari obéira à leurs demandes. Au contraire, il a continué à soutenir ce que ces nations considèrent comme étant des organisations terroristes. De plus, il maintient son lien rapproché avec l'Iran. Notons que cette crise intervient 2 semaines après une visite du président américain Donald Trump à Riyad. Ce dernier a exhorté Arabes et musulmans à se dresser contre les groupes extrémistes et fustiger l'Iran, dont le rapprochement avec le Qatar exaspère ses voisins. Le footballeur international ivoirien Cheikh Ismaël Tioté est décédé ce lundi à Pékin à l'âge de 30 ans durant un entraînement avec son club, le Beijing Enterprises. C'est ce qu'a annoncé son agent dans un communiqué. Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, avait été transféré en Chine en février après avoir porté pendant 7 ans le maillot de Newcastle United. Cheikh Tioté a soudainement perdu connaissance vers 18h de Pékin avant d'être transporté à l'hôpital en urgence mais sans pouvoir être réanimé, a précisé le club chinois dans un communiqué. Depuis son arrivée dans la capitale chinoise, Cheikh Tioté avait apporté une contribution extraordinaire au club et était tenu en haute estime par ses entraîneurs et ses coéquipiers pour son superbe talent footballistique et son attitude professionnelle, a souligné le club. La dépouille du milieu de terrain sera rapatriée à Abidjan pour des hommages, a affirmé Adama Dosso, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Chine. Le manager de Newcastle, Rafael Benitez, a rendu hommage sur le site du club anglais à son ancien joueur, rappelant qu'il avait grandi dans une extrême pauvreté et avait possédé sa première paire de chaussures à l'âge de 15 ans. International à 52 reprises, Tioté avait commencé sa carrière européenne à Anderlecht avant d'être transféré à Twente en 2008.